Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Sud Radio, les débats de l'été, il est 10h17. Vous le savez, à tout moment, vous intervenez à l'antenne de Sud Radio, 0826 300 300. Manu vous attend au standard pour agir à l'actualité. Vous réagissez aussi sur nos réseaux sociaux, notamment sur le Facebook de Sud Radio. On sait que vous êtes nombreux, justement, à suivre cette émission sur Facebook. N'hésitez pas, vous réagissez notamment à ce sujet dont on parle tout de suite. Le retour de la guerre des gangs, la spirale de la violence à Grenoble. En 2 semaines, sur fond de trafic de drogue, 5 fusillades ont fait une dizaine de blessés. Jérôme Durin, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes sénateur PS, président de la commission d'enquête sur le narcotrafic qui a rendu ses conclusions. C'était il y a à peu près 3 mois. On va y revenir. Mais d'abord, concentrons-nous, Jérôme Durin, sur la situation très préoccupante actuellement à Grenoble, en banlieue grenobloise, à Échirolles notamment. Le procureur de la République parle d'une guerre des gangs intense avec des fusillades quasi quotidiennes. Ce sont des mots très forts. La situation est-elle en train de nous échapper aujourd'hui à Grenoble? Est-ce qu'on a perdu? Est-ce qu'on est en train de perdre le contrôle, Jérôme Durin? Écoutez, c'est un phénomène qui a déjà été observé ailleurs. Quand on a lancé notre commission d'enquête, le sujet c'était Marseille. Oui. Avec les narcomicides, 2023, 50 morts, 80 morts, un petit peu plus sur 2 années. Aujourd'hui, la situation est stabilisée à Marseille. Le feu se propage à Échirolles et à Grenoble. C'est les mêmes phénomènes qui sont à l'origine de ces crimes. C'est un trafic qui est débridé, qui prend de l'ampleur. C'est une économie extrêmement agressive, extrêmement lucrative, avec des groupes qui cherchent à se prendre les parts de marché. Alors il y a des phénomènes conjoncturels, on voit qu'il y a des gens qui sont partis en prison, des caïds qui disparaissent, d'autres qui reviennent de prison. La mort d'un caïd important à Grenoble, au printemps aussi, ça peut jouer. Mais évidemment, c'est une restructuration d'une offre commerciale. C'est une économie, la drogue. Il ne faut jamais oublier que ça génère entre 3,5 milliards et 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc, on se bat pour obtenir sa part du marché, sa part du gâteau. À Grenoble, ça fait 2 semaines qu'on a des fusillades, je le disais, quasi quotidiennes. Comment se fait-il qu'on ne parvienne pas aujourd'hui à endiguer un tel niveau de violence, au moins à court terme, là? Ça renvoie aux mutations structurelles du marché des stupéfiants et de la criminalité qui est associée aux stupéfiants. À une époque, on avait des réseaux organisés, un code d'honneur que je mets entre guillemets, des gens qui étaient assez madrés, qui avaient fait leur classe. Aujourd'hui, on a affaire à des trafiquants qui sont de plus en plus jeunes, des tueurs qui sont de plus en plus jeunes, des codes criminels qui s'effacent, l'utilisation d'armes de guerre, du recrutement sur Internet de petites mains, des chefs de réseau qui sont à l'étranger. Donc ça donne lieu à ces scènes de violence qui sont finalement difficilement réprimables. Et puis on a aussi, sans doute, chez une partie des jeunes impliqués, une forme de distance par rapport aux codes sociaux, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas peur pour eux-mêmes, n'ont pas conscience de la gravité des actes qu'ils perpètrent. Voilà, donc ça donne cette flambée de violence. Effectivement, tant qu'on n'a pas réussi à mettre les gens sous les verrous, ils continuent. Et puis dans une lutte acharnée, parce que c'est, là encore, je le répète, très très rémunérateur. Jérôme Durin, dans le cadre de votre commission d'enquête, vous l'avez dit, vous avez étudié le phénomène du narcotrafic et les fusillades, notamment principalement du côté de Marseille. Grenoble, c'est quand même une ville qui est aussi très connue depuis des décennies pour être une plaque tournante du trafic de drogue. Est-ce que vous avez eu l'occasion aussi d'étudier un petit peu ce phénomène-là, qui est très spécifique aussi à Grenoble, même si vous dites qu'il y a des comparaisons possibles à faire avec Marseille? Oui, nous avions d'ailleurs rencontré le procureur de la République et j'avais été assez surpris et je m'en suis beaucoup servi par la suite du niveau de professionnalisme de ces réseaux criminels. Vous avez des techniques de marketing. Et à l'époque, c'était le point de deal Mistral, qui sont extrêmement impressionnantes, avec des goodies, des pochons qui sont floqués aux couleurs du point de deal. Donc on a des réseaux qui sont très très structurés, avec une organisation très compartimentée, des métiers. Le trafic de stupéfiants, ce sont des métiers. Et donc ça tient en équilibre
quand ça produit de l'argent, quand il y a une stabilité entre des gangs, et dès que ça commence à être déséquilibré, et ben c'est la flambée de violence. Avec une situation particulière pour la ville de Grenoble, on est au carrefour de grandes migrations. On a eu notamment, quand on parle de trafic de drogue, on a eu le réseau des Italiens, le clan des Gitans, des Maghrébins qui se sont succédés, qui se sont fait la guerre dans les années 70, 80, 90. Et puis on a la situation géographique qui est centrale aussi, au cœur, un carrefour finalement en France. Ça aussi, ça joue dans cette particularité grenobloise d'une certaine manière, j'imagine, Jérôme Durand. Oui, mais vous avez raison, mais c'est une économie qui a beaucoup évolué, c'est une économie qui est désormais planétaire, avec des réseaux qui envoient des émissaires à l'autre bout de la planète. Je pense à la cocaïne pour l'approvisionnement, avec des tueurs qui viennent parfois de l'étranger, avec du recrutement qui se fait hors des cités. À une époque, on avait un trafic qui était organisé avec des gens locaux. Et puis on a eu ensuite les jobbers, des espèces d'intérimaires qu'on recrute sur Internet, des gens qui viennent de Seine-Saint-Denis, de l'Est de la France, qui vont travailler à Marseille et l'inverse. Et puis maintenant, il y a parfois des mineurs non accompagnés, qui sont les petites mains du trafic. Et tout cela, c'est la chair à canon du trafic, c'est l'armée de réserve du trafic, avec des réseaux étrangers aussi. On sait que dans l'Est de la France, et notamment dans la région alpine, il y a des réseaux albanais. Donc c'est une économie mondialisée qui n'a pour seul code que l'argent. Donc il y a effectivement une réalité locale, mais ce que notre commission d'enquête a démontré, c'est que ces bastions historiques de la criminalité et du trafic de drogue, ils sont maintenant rejoints par des territoires ruraux, la France des sous-préfectures, des petits villages. Donc, d'ailleurs, vous appelez à associer davantage les élus locaux, notamment les maires, dans cette lutte contre le narcotrafic. C'est ça, c'est important pour vous, cela? Oui, parce que ce qui est très important, c'est le renseignement. Les narcotrafiquants ont de plus en plus de moyens. Ils ont de l'argent, ils ont accès à des messageries cryptées. C'est dur pour les forces de l'ordre de voir ce qui se passe sur les réseaux. Donc quand on a du renseignement humain, que ce soit des repentis issus des réseaux, ou que ce soit des signalements faits par les maires qui voient quand un commerce n'a pas d'activité... Mais ce n'est pas les mettre en danger davantage, encore plus en première ligne, ces maires? De toute façon, la réalité de la criminalité et du trafic, elle existe, donc ça change rien. Mais ce qui est important, c'est qu'ils puissent faire remonter des informations qui sont utiles aux enquêteurs. Et parce que le vrai sujet, on peut chercher à endiguer ce phénomène du narcotrafic par le bas, en s'en prenant aux petites mains. Mais ce qu'il faut, c'est taper en haut de la pyramide, c'est aller taper les généraux, ceux qui passent les commandes, ceux qui sont à l'étranger. Et ça suppose qu'on tape au portefeuille et qu'on saisit ces avoirs criminels. Donc le renseignement que peuvent nous donner les maires est utile à ce titre-là. Jérôme Durand, donc vous avez présidé cette commission d'enquête au Sénat sur le narcotrafic. Concrètement, depuis les conclusions que vous avez rendues, c'était à la mi-mai, qu'est-ce qui a été fait? Quelles recommandations étaient suivies, s'il y en a déjà eu? Peu, pour l'instant, peu, parce que il nous a pas échappé qu'il y avait une situation politique un petit peu incertaine et que certains engagements qui avaient été pris, je pense notamment à ce que nous avait dit Éric Dupond-Moretti sur le statut des repentis, sur un parquet national, n'ont pas été suivis des faits, ne le seront peut-être pas. C'est pour ça que nous avons décidé avec Étienne Blanc, lui et LR, moi je suis socialiste, de déposer une proposition de loi transpartisane en disant il faut arrêter de tergiverser et il faut mettre en œuvre les propositions que nous avons formulées dans cette commission d'enquête transpartisane. Je le redis, au Sénat, nous étions 23 membres issus de tous les groupes parlementaires du Sénat. Ça a été adopté à l'unanimité. Donc il faut avancer. Il faut avancer sur l'organisation. On n'est pas assez organisé. On est bon sur le terrorisme. On n'est pas assez bon sur le narcotrafic. Il faut avancer sur des outils juridiques nouveaux pour protéger les enquêteurs. Il faut arrêter avec les nullités de procédure. Il faut un nouveau statut des repentis. Il faut une vraie DEA à la française. Voilà, on a beaucoup de propositions. Et je pense que si on ne s'y met pas, si on n'a pas une approche globale du narcotrafic, alors on va continuer d'enregistrer les morts et les flambées de violence locales. Cette proposition de loi que vous avez déposée, proposition de loi transpartisane, vous savez quand elle sera étudiée, discutée, vous l'avez dit, la situation politique elle est complexe en ce moment. Est-ce que vous avez quand même une idée de quand on pourra parler au Sénat notamment de cette proposition de loi? Le but d'ailleurs, c'est que la navette parlementaire permette que ce travail aille du Sénat à l'Assemblée. On n'a pas de calendrier parlementaire pour l'instant, mais nous ne lâcherons pas. Nous ne lâcherons pas. J'observe d'ailleurs que
dans plusieurs projets législatifs qui ont été proposés au vote des Français. Je pense à ce qu'a fait les Républicains ou ce qu'ont fait le Nouveau Front Populaire, dont on ne peut pas considérer quand même qu'ils soient sur la même ligne. La question du narcotrafic s'est invitée dans les programmes et c'est une bonne chose. Donc maintenant, puisque tout le monde pense que c'est important, il faut passer de la parole aux actes et donc mettre cette proposition de loi à l'ordre du jour, la voter et puis avoir une réponse à la hauteur des enjeux criminels qui sont envoyés pour ce pays. Parce que le risque, c'était le but de vos recommandations, c'est d'éviter que la France ne devienne un narco-État. Ce n'est pas déjà le cas. En tout cas, il y a urgence à agir parce que ça peut nous tomber dessus très rapidement. Oui, il y a urgence à agir parce que plusieurs phénomènes sont à l'œuvre. Il y a ceux qui sont très spectaculaires, c'est la violence, c'est ces scènes de guerre ou ces agressions criminelles à l'arme de guerre dans les rues de nos villes. Et puis il y a des phénomènes plus discrets, moins visibles. C'est la corruption dite de basse intensité, ces sommes d'argent qui permettent de corroder notre système institutionnel. C'est l'épuisement d'un certain nombre de professionnels. Je pense aux policiers, aux douaniers, aux gendarmes, au personnel des tribunaux, aux magistrats, qui voient qu'ils n'ont pas assez de moyens juridiques et humains pour lutter contre le narcotrafic. Donc il est vraiment temps de s'y mettre. Alors on n'est pas encore un narco-État évidemment, mais il faut faire attention parce que le pouvoir des criminels est immense et on a parfois l'impression que dans cette guérilla, le faible c'est l'État et le fort ce sont les criminels. Merci beaucoup Jérôme Durand d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci pour votre éclairage.